Notre commémoration va débuter. J'aurai l'honneur et le plaisir de vous accompagner et de partager avec vous notre cérémonie de commémoration. Nous allons débuter cette cérémonie par un chant interprété par la chorale Beth Yosef Girsa, dirigée par Madame Ofra Trabelsi. Le titre de ce chant est « Élie, Élie ». C'est une prière qui est un hymne d'une certaine manière à la vie. Et la musique d'accompagnement sera faite par le trio Otez Gezout. S'il vous plaît. Je demande à Olivia et à Raphaël de bien vouloir me rejoindre. Leur venue sur scène n'est pas, je dirais, sans raison. Il y a deux motifs et je vous les donnerai. Mais permettez-moi avant, je dirais, de débuter mon propos, de saluer les autorités sous quelque forme que ce soit qui nous font l'honneur de participer à notre cérémonie. Je nomme Madame la conseillère d'État de la République du canton de Genève, Madame Nathalie Fontanet, Monsieur Bruno da Silva, maire de la commune de Taunay, Excellence Madame Mera Velon Shahar, ambassadrice d'Israël auprès des Nations Unies et organisations internationales à Genève, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les grands rabbins et rabbins, Mesdames et Messieurs les représentants des églises, communautés et associations, Mesdames et Messieurs, chers amis, alors j'ai aperçu comme ça dans la salle
un certain nombre d'autres personnes, désolé pour celles que j'oublie, mais je salue aussi Madame Kixos, conseillère administrative de la ville de Genève, et d'autres personnes qui occupent d'éminentes places dans notre République et dans notre canton. Et si j'ai omis quelques personnes, je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Monsieur le maire de la commune de Tonnet, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre accueil et de vous dire combien nous sommes sensibles à l'engagement de votre commune pour la réalisation de ce parcours mémoriel sur les rives du Foron. Il y a des histoires à dire, des histoires à raconter, des moments vécus, de douleur, mais aussi d'espoir. Et sur un ton plus personnel, je ressens une émotion particulière liée à cet ouvrage que votre commune a permis de réaliser. Pourquoi? Tout simplement parce que le grand-père de mon épouse a participé à de nombreuses exfiltrations de coreligionnaires, résistants et autres personnes pour lesquelles le passage du Foron était plus qu'un espoir, était tout simplement de pouvoir continuer à vivre. Ce parcours mémoriel est bien entendu lié à la mémoire. En ce jour de Yom HaShoah, la signification de la mémoire remplit et habite notre commémoration. C'est ce qui fait, bien entendu, que nous nous réunissons ce jour. Il y a une injonction qui vient et qui nous est donnée de manière régulière. Souviens-toi, c'est une injonction récurrente de la Bible. Cette adresse insistante nous oblige à l'égard de nos frères et sœurs disparus sur les différents territoires européens et qui, malheureusement, sur ces lieux de souffrance, n'ont pu, pour des motifs que tout le monde sait, avoir une âme libérée, permettre à ce que soient reconnus ce qu'ils sont de manière digne et civile, sans parler des exigences, pour certains, nécessaires et religieuses. Certains sont encore, si vous me permettez, dans des culs de basse-fosse, sont dans des arrière-cours où on peut peut-être les retrouver, mais les efforts ne sont pas faits pour y arriver. Il y a, je dirais, les fosses communes, il y a les aires de jeu sous lesquelles se trouvent encore des ossements de coreligionnaires qui, malheureusement, sont totalement oubliés parce que les pays dans lesquels ils se trouvent veulent les oublier et, pour certains, à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, réécrire leur histoire. Il y a dans l'ADN du peuple juif une omission qui n'est jamais une omission, c'est celle de l'oubli. Et donc, dans notre ADN, nous avons non seulement la mémoire, mais la transmission. Et c'est pourquoi je remercie M. Plasek aujourd'hui de venir nous porter son témoignage vivant qui montre que, en fin de compte, l'échec et la faillite de la barbarie nous a permis, dans un certain cadre, d'arriver sur les chemins de l'espoir et de le garder en toutes circonstances. Les deux enfants qui sont avec moi, Olivia et Raphaël, sont le témoignage de ce que la vie continue. Pourquoi la vie continue? Parce que Olivia fait partie de la deuxième, troisième génération qui continue son chemin. Son père, son grand-père, a eu la vie sauve parce qu'un capot lui a dit, en rentrant juste avant de rentrer dans la chambre à gaz, « Écoute, tu es bon pour le travail, vas-y, sors, il n'y a pas de raison, je dirais, que tu sois gazé aujourd'hui. » Et donc,
Son grand-père, Gabor d'origine hongroise, a permis d'être un activiste important en Suisse dans le domaine de la Shoah. Mais il y a autre chose. Olivier a 10 ans. C'est un bout de chou. C'est un bout de chou, oui. Ayez juste à l'esprit que notre témoin de ce soir avait 10 ans aussi quand il est arrivé à Bergen-Belsen. Regardez ce que c'est qu'un enfant de 10 ans. Et ça vous donnera la mesure du choc, de l'émotion, de ce qu'un enfant de 10 ans peut vivre en arrivant dans de telles conditions. Raphaël n'est pas beaucoup plus grand. Il a 13 ans. Félicitations, Mazel Tov, pour les téphilines, Raphaël. Bravo. Et la vie continue et ça montre qu'on peut prospérer dans divers domaines, tout en étant, je dirais, ce que l'on a envie d'être. Mais aussi, et il nous dira de manière incantatoire, puisque c'est un enfant de la 4e génération, et il nous racontera aussi, dans cette incantation, le parcours de sa famille et d'une partie de notre peuple. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette problématique introductive, mais de vous montrer qu'à 10 ans, comme M. Plasek, ou à 13 ans, comme Raphaël, eh bien, des gens de cet âge, des enfants de cet âge, percez-moi l'expression les gens, des enfants de cet âge ont vécu en arrivant dans des camps, que ce soit à Bergen-Belsen, que ce soit à Auschwitz, que ce soit à Majdanek, que ce soit à Treblinka. Et nous sommes heureux de dire tout simplement que la vie continue et qu'ils sont le témoignage de cette vie et de ce que Hitler n'a pu, je dirais, tout simplement prospérer et voir son œuvre de mort se poursuivre. Nous commémorons les millions de personnes disparues. Cette commémoration, si vous me permettez, ne demande aucun applaudissement, quel qu'il soit. Merci pour ceux qui le souhaitent de vos prières, sinon de votre bienveillant recueillement. J'appelle M. Joël Herzog, président du comité de Yom HaShoah, président des Amis suisses de Yad Vashem, pour nous délivrer son message. Merci Robert et merci pour ton engagement constant pour la mémoire. Madame Nathalie Fontanet, conseillère d'État de la République et canton de Genève, Monsieur Bruno da Silva, maire de Tonnet, Excellence Madame Mera Véron Shachar, ambassadrice d'Israël, Excellences, Mesdames et Messieurs les conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les candidats et candidates au Conseil d'État, Monsieur les grands rabbins et rabbins, Mesdames et Messieurs les représentants des églises, des communautés et des associations, nos amis représentants des communautés tziganes, arméniennes, rwandaises, albanaises et kosovares, chers rescapés de la Shoah, Mesdames et Messieurs, chers amis, nous sommes ravis de pouvoir nous retrouver dans cette salle de fête de Tonnet. Les attaches de notre communauté à Tonnet sont fortes car cette commune est une commune frontalière dont les circonstances historiques et géographiques lui ont donné une position particulière et lui ont permis de devenir un lieu de passage important pendant la Seconde Guerre mondiale. Les autorités de Tonnet ont tenu à préserver la riche mémoire de leurs frontières durant cette période. Dans ce but, elles ont réalisé un parcours mémoriel de 11 bornes
qui, depuis Pierre Aboché, nous entraîne le long de Foron jusqu'à le bout du chemin de la Crase. Belle promenade de 2 heures à travers l'espace et l'histoire. Une exposition disponible au bout de la salle relate cette histoire de Genève et je vous invite à la regarder à l'issue de la commémoration. Demain, nous commémorons les 80 ans du soulèvement du ghetto de Varsovie, dont le chef Mordechai Anilevitch a écrit le 21 avril 1943 dans sa dernière lettre, et je cite, « Ce qui s'est passé a dépassé nos rêves les plus audacieux. Par 2 fois, les Allemands se sont enfouis du ghetto. Je sens que de grandes choses se produisent et ce que nous avons osé faire est d'une grande et énorme importance. Le retentissement de ces révoltes et le courage de montrer ont forgé des générations et a montré le courage et le mérite de se battre pour ses idées et pour la dignité humaine. Cette révolte à armes inégales a montré que les nazis n'étaient pas invincibles. Abba Kovner disait déjà en 1941, et je cite, « Il y a une chance de sauvetage, nous devons donner une réponse honnête, aussi cruelle soit-elle, non. Il n'y a pas de sauvetage. Notre réponse doit être encore plus claire. Peut-être y a-t-il possibilité de sauver des dizaines ou des centaines de Juifs, mais pour l'ensemble de notre peuple, des millions de Juifs de la zone d'occupation allemande, il n'y a aucune chance. » Les gens qui, devant la scène, devant moi, rappellent le bouquet de fleurs jaunes que Marek Edelman, dernier commandant de soulèvement ayant survécu, placé chaque 19 avril devant le monument aux héros des ghettos à Varsovie. Hier, Tova Gutstein, dernière survivante du soulèvement, alors âgée aussi de 10 ans, a allumé la torche de souvenir à Yad Vashem à Jérusalem. Le nombre de rescapés et de survivants de la Shoah s'amenuise. Nous avons le privilège d'écouter ce soir le témoignage de M. Léon Platchek, qui nous racontera, par les yeux d'un enfant de 10 ans, le camp de Bergen-Belsen. Mon père, alors officier britannique, était un des libérateurs du camp. L'année passée, une photo de mon père avec des rescapés à Bergen-Belsen a été trouvée dans les archives de l'armée britannique. Face au spectacle de désolation, des cadavres marchands, des cadavres jetés partout, l'épidémie de typhus, la puanteur des lieux, mon père s'éleva sur une caisse en bois, s'adressant en yiddish aux survivants, en disant « Juifs, il y a encore des Juifs vivants, il y a encore des Juifs dans le monde ». Cette phrase résume tout notre devoir d'être, de nous souvenir et de transmettre. Que nos enfants disent aussi « il y a encore des Juifs dans le monde ». Aujourd'hui, des années plus tard, l'antisémitisme dans le monde augmente de manière préoccupante et nécessite une mobilisation générale pour le combattre. En effet, qui aurait imaginé, 78 ans après la Shoah, que des théories complotistes, que des expressions d'antisémitisme virulent, notamment en États-Unis, fassent une fois encore surface. Voilà pourquoi nous devons agir et combattre toute forme d'antisémitisme, de racisme ou d'exclusion. Nous devons étudier les origines de cet accroissement d'expressions antisémites et ses mutations pour anticiper les répliques. Voilà pourquoi nous nous joignons à la CICAD pour dire que la définition de l'antisémitisme utilisée par l'IRA, International Holocaust Remembrance Association, désormais adoptée par le Conseil fédéral, doit devenir une définition précise et contraignante de l'antisémitisme et qu'elle doit être adoptée par nos autorités et par la société civile à tous les échelons, cantonal, communal, dans le système éducatif, dans les églises, dans les clubs sportifs, et j'en passe. Une initiative genevoise des amis suisses de Yad Vashem permet à Yad Vashem de concevoir de nouvelles méthodes d'enseigner la Shoah
en l'absence de rescapés et témoins oculaires. Les efforts éducatifs à tous les niveaux doivent être accentués. L'histoire et la connaissance de la Shoah et son message universel sont impératifs et très actuels. Je remercie nos généreux donateurs, nos communautés, nos bénévoles, mes collègues de comité, la sécurité et tous ceux qui nous ont permis d'organiser cette commémoration. Chacun d'entre nous devrait se sentir rescapé, comme s'il a été là-bas, et continuer notre combat commun. Je vous remercie d'être venus nombreux pour commémorer Yom HaShoah, pour prier ensemble pour la paix en Europe et dans l'esprit de Genève, clamer ensemble haut et fort et agir pour le message universel de la Shoah, plus jamais ça. Merci. J'invite Monsieur le maire de Tonnay à me rejoindre afin de nous délivrer son message. Mesdames et messieurs les représentants diplomatiques, politiques, religieux, associatifs, mesdames et messieurs les invités, soyez toutes et tous salués et les bienvenus en vos titres et fonctions, et surtout soyez tous et tous les bienvenus à Tonnay. C'est avec une émotion certaine que je vous remercie pour votre invitation à cette commémoration de Yom HaShoah et que je me joins à vous pour rappeler, en cette journée du souvenir, la mémoire de millions de vies et de destins volés et brisés par l'antisémitisme et la terreur nazie. Par ailleurs, je suis honoré et heureux d'accueillir cette cérémonie à Tonnay, un choix qui me paraît effectivement fort de sens. En effet, l'histoire de la commune de Tonnay a été marquée de façon particulière pendant la Seconde Guerre mondiale. Durant cette période, de par sa bordure commune avec la France, elle s'est trouvée au premier plan au niveau tant économique que des échanges transfrontaliers. Tout au long de la frontière, des lieux de passage ont pu permettre à de nombreux Juifs et aussi à des résistants de venir se réfugier en Suisse avec l'aide de personnalités tant françaises que suisses et souvent au péril de leur vie. En mai 2022, la commune de Tonnay a inauguré un chemin mémoriel, un cheminement qui retrace ces lieux de passage et les héros souvent méconnus, qui, par leur action, ont finalement permis de sauver les personnes qui les ont franchis. Ce non seulement afin de leur rendre hommage, mais aussi pour effectuer un nécessaire, plus que jamais nécessaire, devoir de mémoire. Tant que ma voix portera, s'intitule la cérémonie qui nous réunit. Eh bien, mesdames et messieurs, ce soir, je suis ému à l'idée d'entendre la voix de M. Léon Plasek, aujourd'hui parmi les derniers survivants du camp de Bergen-Belsen et auteur du livre « J'avais 10 ans à Bergen-Belsen ». J'aimerais rendre hommage à M. Plasek, déporté en mai 1944 avec son frère et sa mère à l'âge de 10 ans. Quelle leçon de vie, de force et de courage. Lui qui a, pour livrer ce témoignage, dû replonger dans les souvenirs de l'enfant qu'il était, pour revivre la dégradation de la situation des Juifs de France à partir de 1941, l'arrestation de sa famille et l'horreur des camps. Ses 3 mois d'internement dans le camp de Drancy, puis sa déportation à Bergen-Belsen, l'enfer de la mort côtoyée au quotidien. Un témoignage poignant, celui de l'un de ses enfants qui ont, je cite, « vécu en accéléré sans pouvoir prendre le temps de grandir, avec cette précipitation qui finit par brûler les étapes. » J'aimerais rendre hommage à M. Léon Plasek ainsi qu'aux autres survivantes et survivants qui se trouvent parmi nous. Madame Paulette Angèle Rosenberg, déportée à Drancy en novembre 1943, Madame Rachel Carciente, cachée en 1942 par ses parents dans un couvent à l'âge de 11 ans et qui put ainsi avoir la vie sauve, Madame Léonie de Picciotto, qui put échapper au camp grâce à une famille néerlandaise auprès de laquelle elle put se cacher, Monsieur Henri Elias,
sauvé en 1943 à l'âge de 18 mois par un résistant juif qui le confia à des sœurs franciscaines. Madame Jeannette Aziz, qui sauva sa vie en se cachant dans les montagnes, puis en vivant dans une mission anglaise. Monsieur Léo Kahneman, réfugié pendant la guerre au sein d'une famille de paysans, alors qu'il était encore un très jeune enfant. Madame Danielle Maurice, arrêtée en 1944, puis relâchée et cachée dans une ferme. Mesdames et messieurs, votre voix porte et portera, je l'espère, longtemps, à travers les descendants des survivants, à travers les communautés juives et à travers cet indispensable travail de mémoire que nous devons tous effectuer en des temps si incertains, dans un monde fragile, alors que, et cela a été dit, alors que les discours et les manifestations de haine et de discrimination sont de plus en plus forts. Il appartient à toutes celles et ceux qui entendent un témoin comme M. Léon Plasek de transmettre à leur tour cette parole entendue, ceci d'autant plus, effectivement, à l'heure où s'élèvent de plus en plus fort des voix négationnistes. Nous ne devons pas oublier. Seul un inlassable travail de mémoire permettra d'éradiquer ces manifestations de haine et de combattre l'antisémitisme, afin de laisser aux générations actuelles et futures un monde meilleur, un monde de paix, un monde de tolérance, ce monde pour lequel, à ma modeste échelle, j'ai à cœur d'œuvrer chaque jour. Merci encore pour l'honneur que vous me faites, l'honneur que vous faites à la commune de Tonnay, en l'ayant choisi pour cette commémoration, et à vous toutes et tous, avec une émotion, croyez-le certaine, je souhaite une belle et inoubliable cérémonie. Merci. Alors, je suis désolé, il y a toujours des problèmes ancillaires liés à des voitures qui gênent. C'est ce que l'on me signale. Alors, il faut me les donner. Désolé, c'est incongru, mais voilà. Il y a une Suzuki, Genève, on retrouve les Japonais un peu partout, plaque 18157. Je n'irai pas avec les deux prochaines voitures en parlant de Mercedes et de Volkswagen, je dirais ce que je pense, mais un corps diplomatique, GE 1.120 et une Volkswagen T-Cross, GE 147 913. Merci de faire le nécessaire dans la mesure où les voitures semblent gêner. Désolé de cet intermède particulier, qui n'est pas, je dirais, du fait des organisateurs de cette commémoration. Donc, Madame la conseillère d'État, je me permets de vous prier de me rejoindre afin de nous délivrer votre message. Mesdames et messieurs, les salutations protocolaires ayant déjà été faites, permettez-moi de vous saluer directement. Chères mesdames, chers messieurs, chers amis, au nom de l'ensemble de mes collègues du gouvernement, je viens vous apporter l'amitié et le soutien du Conseil d'État du canton de Genève en ce jour de mémoire, de deuil et d'hommage aux victimes de la Shoah. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour nous souvenir que durant la Seconde Guerre mondiale, 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont trouvé la mort dans des circonstances innommables au seul motif qu'ils étaient juifs. Cette tragédie a détruit des vies et des communautés tout entières. Mais ce jour est aussi celui où nous célébrons l'héroïsme de celles et ceux qui ont survécu à l'horreur. Nous sommes ici pour nous souvenir de leur courage et de leur résilience. À ce titre, M. Léon Plasek est l'un des ultimes témoins. Son histoire se doit d'être racontée afin de ne pas oublier. Car l'oubli, mesdames et messieurs, est ce qui menace le plus aujourd'hui la mémoire de la Shoah. À mesure que le temps avance, le nombre de rescapés s'amenuise, inexorablement.
il nous incombe d'œuvrer sans relâche pour que la mémoire de cet événement, sans équivalent dans notre histoire, ne disparaisse pas avec eux. La mémoire individuelle et collective se construit et s'entretient. Pour se souvenir, il faut d'abord savoir. Alors que les nouvelles générations se forgent une compréhension du monde, nous devons veiller à ce que les leçons de l'Holocauste ne soient pas oubliées. Il est de notre responsabilité de tout mettre en œuvre pour que cette vérité soit connue, sans tabou et sans relâche. Ce travail de mémoire passe avant tout par l'éducation et la sensibilisation. Il revient aux autorités, comme à chaque foyer et chaque individu, d'y contribuer. Cette connaissance des faits doit également s'accompagner d'une mise en lumière des mécanismes qui ont mené à l'impensable. Parce que l'Holocauste a commencé par des paroles de haine et de discrimination qui ont été cultivées et encouragées pendant des années. Cela signifie que nous devons rester vigilants. Nous devons combattre inlassablement les tentatives de division et rappeler que les pires crimes contre l'humanité trouvent leur origine dans une succession de paroles et d'actes laissés sans réponse. C'est pourquoi il est nécessaire et essentiel de tirer les leçons de l'histoire et de travailler ensemble pour empêcher que de tels événements ne se reproduisent jamais. Nous sommes ici à Genève, ville hautement symbolique dans la promotion des droits humains et de la paix dans le monde. En tant que siège de l'Organisation des Nations Unies, elle est le lieu où les nations du monde entier se rassemblent pour discuter des défis mondiaux et cherchent des solutions pour les résoudre. Nous sommes donc particulièrement conscients de l'importance de ne jamais oublier les horreurs de l'Holocauste, de ne jamais oublier les souffrances que des millions de personnes ont endurées en raison de leur foi ou de leur origine. Un projet de mémorial pour les victimes de la Shoah à Genève a été lancé. Un tel monument serait une pierre angulaire dans la lutte contre l'oubli et la promotion des droits humains. Il permettrait aux générations futures de se rappeler les horreurs de l'Holocauste et de se souvenir des conséquences dévastatrices que la haine et la discrimination peuvent engendrer. Nous devons œuvrer afin de ne jamais oublier les souffrances de celles et ceux qui ont été tués, de ne jamais oublier les dangers du racisme et de l'intolérance, de l'antisémitisme, et continuer de travailler pour un monde meilleur. Alors souvenons-nous, mesdames et messieurs, que chaque vie compte. Souvenons-nous que chaque personne a le droit de vivre en paix, sans craindre d'être persécutée en raison de son appartenance à un groupe. Souvenons-nous que nous avons tous la responsabilité de construire un monde plus juste et plus inclusif. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la conseillère d'État, pour ces paroles qui inspirent et qui doivent être retenues, comme tous les propos, je dirais, des messages qui nous ont été adressés. Nous allons maintenant procéder à l'allumage des bougies à la mémoire des 6 millions de personnes dont la vie a été enlevée dans les conditions indicibles que l'on connaît. Je vous demande, après l'allumage des bougies, de 1 minute de silence pour la mémoire de ceux que nous honorons. Quelques mots sur les prières que vous allez entendre et le psaume récité par deux filles de 10 ans,
mademoiselle Dadoun Yona et mademoiselle Schnitzer-Talia. Mademoiselle Schnitzer-Talia a son arrière-grand-père qui a été assassiné à Auschwitz en 1942. Nous allons entendre une prière qui fait partie du rite funéraire juif, déclamée par l'officiant pour l'élévation de l'âme des personnes disparues lorsque l'on emmène le cercueil du défunt vers sa dernière demeure. Par ailleurs, cette prière est aussi dite à l'occasion des journées de commémoration comme aujourd'hui, ou en toute occasion, lorsque l'on évoque le souvenir des disparus. Et une dernière prière qui est le Kaddish. Chacun a très certainement entendu parler de cette prière. C'est une des pièces centrales de la liturgie juive. Cette prière, bien qu'elle se récite généralement aussi, on dit que c'est la prière des morts, mais cette prière a pour thème la glorification et la sanctification du nom divin, en référence à l'une des visions, le mot est un peu savant, mais eschatologique d'Ézéchiel. Donc voilà, je vous demande et je laisse procéder à l'allumage et tout d'abord au récit du psaume en français et en hébreu. À la mémoire des grands-parents et arrière-grands-parents victimes de la Shoah, j'allume cette bougie. À la mémoire de tous les pères et de toutes les mères assassinés pendant la Shoah, j'allume cette bougie. À la mémoire des cousins, cousines, tantes, oncles, victimes de la Shoah, j'allume cette bougie. À la mémoire de toutes les familles décimées pendant la Shoah, j'allume cette bougie. À la mémoire des enfants victimes de la barbarie nazie, j'allume cette bougie. À la mémoire des 6 millions de Juifs assassinés parce qu'ils étaient Juifs, j'allume cette bougie.
תהילימיות. למה אדוני תעמוד ברחוק תעלים לעיתות בצרה. בגאוות רשע ידלק אני יתפסו במזימות זו חשבו. כי הלל רשע על תאוות נפשו ובוציאה ברך ניאץ אדוני. רשע כגובה אפו בל ידרוש אין אלוהים כל מזימותיו. יחילו דרכיו בכל עת מרא משפטך מנגדו כל צורריו יפאר בהם. אמר בליבו בל ימות לדור ודור אשר לא ברא. עלה פיהו מלא ומרמות ותוך תחת לשונו עמל ואבן. ישב במרב חצרים במסתרים יערוק נקי עיניו לחילך יצפונו. יערוב במסתר כאריה וסוכו יערוב לחטוף אני יחטוף אני במשכו ורשתו. יתקה ישוער ונפל בעצומיו חלקאים. אמר בליבו שכח אל הסתיר פניו בל רעה לנצח. קומה אדוני אין נשא ידך אל תשכח ענבים. על מי ניאץ רשע אלוהים אמר בליבו לא תדרוש. ראית כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזוב חילך יתום אתה היית עוזר. שבור זרוע רשע ורד שדרוש רשעו בל תמצא. אדוני מלך עולם ועד עבדו גויים מארצו. תאוות ענבים שמעת אדוני תכין ליבם תקשיב אזניך. לשפוט שתום ודרך בל יוסיף עוז לערוץ אנוש מן הארץ. Psaume 10. Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Te dérobes-tu autant de la détresse? Dans son arrogance, le méchant persécute le pauvre, qu'il tombe victime des mauvais desseins qu'il médite. Car il se glorifie, le méchant des passions de son âme, le spoliateur, blasphème, outrage l'Éternel. Avec son caractère hautain, le méchant ne s'inquiète de rien. Il n'est point de Dieu. Voilà le fond de sa pensée. Ses voies sont prospères en tout temps. Tes jugements passent au-dessus de sa tête. Tous ses adversaires, il les renverse d'un souffle. Il dit en son cœur, je ne chancellerai point, jamais, au grand jamais. Je ne serai dans l'adversité. Sa bouche est pleine de parjures, de perfidie et de violence. Sa langue est au service du mal et de l'iniquité. Il se met en embuscade dans les villages à la dérobée. Il fait périr l'innocent, ses yeux guettent le malheureux. Comme le lion dans le fourré, il dresse de secrètes embûches, il les dresse pour s'emparer du pauvre. Il s'empare du pauvre en l'attirant dans son filet. Il s'accroupit, se tapit, et les malheureux tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu est sujet à l'oubli, il dérobe sa face, jamais il ne voit rien. Ah Seigneur, lève-toi, Dieu puissant, brandis ta main, n'oublie point les humbles. Pourquoi l'impie outragerait-il Dieu? Dirait-il en son cœur que tu ne demandes aucun compte? Tu vois tout, tu regardes misère et chagrin, pour les protéger de ta main. À toi s'abandonne le malheureux, l'orphelin, tu lui prêtes assistance. Brise le bras de l'impie, le méchant, châtie sa perversité, pour qu'il n'en soit plus trouvé trace. L'Éternel est roi à tout jamais. Les peuples disparaissent de son pays. Tu entends le souhait des humbles. Éternel, tu as affermi leur cœur. Tu leur prêtes l'oreille, en vue de rendre justice à l'orphelin, à l'opprimé, pour que nul mortel n'agisse plus tyranniquement sur terre. Oh
יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דיברה חירותה וימליך מלכותה, ויצמח פורקנה ויקרב משיחה, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהא שלמה רבה מן שמיה, חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.
vous remercie. J'appelle Raphaël pour son incantation, composée par sa grand-mère, Madame Sarabella Ben Amram Weinberg. Je suis un enfant de la 4e génération. 4 générations depuis le Khurban, la Shoah, la tragédie qui a dévoré nos familles, notre civilisation. Je suis un descendant de ceux que le monde a abandonnés. Je suis la mémoire de ceux que l'on a enfermés dans le mouroir de Bergen-Belsen, affamés à Odessa, tués sauvagement à Yash, Babi Yar et Vinitia, massacrés dans les bois de Kolomia, enterrés dans la forêt de Ponar, gazés et brûlés à Majdanek, Chelmno, Birkenau. Dans mes veines coule le sang d'Israël Hershorn, chassé de la rue Mila à Varsovie, pour partir en cendres à Treblinka. Dans mes veines coule le sang de Gershon Weinberg, affamé dans le ghetto de Lodz, et de sa famille disparue à Belzec et Sobibor. Je suis l'arrière-petit-fils de Chandla, dont le mari, Ariège-Père, arrêté par les gendarmes français de Pétain, a quitté Drancy pour disparaître à jamais dans l'enfer d'Auschwitz. Leurs âmes chères murmurent, « Ne nous oubliez pas, ne nous tuez pas à nouveau. Nous sommes votre héritage et celui de l'humanité. »
Merci à M. Gutmann au violon et M. Frenkel au piano pour ce morceau de musique qui nous prend le cœur et l'âme. Ça nous fait vibrer au son, je dirais, de ce morceau et de cette pièce tout à fait particulière. Nous allons passer maintenant au témoignage de M. Plasek, à qui je demanderai de me rejoindre d'ici quelques instants sur scène. Vous voyez rien, moi non plus. Mais on s'est déjà dit un certain nombre de choses. Et dans les échanges que nous avons eus, il y a la première interrogation que j'ai eue, pourquoi un silence de près de 87 ans? Bien. Pas d'expression. Et qu'est-ce qui vous a fait revenir sur ce silence? Premièrement, ce silence. Lorsque la guerre s'est terminée, eh bien, les Français, enfin moi je suis français, donc les Français avaient souffert de la guerre, il y avait les bombardements, ils ont souffert il n'y avait pas de nourriture, on arrivait, nous, comme un cheveu sur la soupe, et ça n'intéressait personne. Tout le monde avait souffert. Et, bon, donc on s'est tué pendant 80 ans. Mais qu'est-ce qui a justifié de se taire à 10 ans, après tant de souffrances? Les autres ont souffert, vous aussi. Parce que ça n'intéressait personne. On se rendait compte qu'on était des témoins, c'est vrai, mais il fallait se taire. Mais c'était un silence qui vous était imposé ou c'était un pas du silence tout. que vous vous imposiez? Non, pas du tout. C'est ce qu'on ressentait. D'ailleurs, tous les déportés qui sont arrivés, on ne se réunissait pas, on ne se connaissait pas. Et il se trouve, c'est drôle, c'est bizarre, c'est que tous se sont tus. Et qu'est-ce qui a fait que, au bout de quelques 80 ans, vous reprenez la parole? Qui vous a motivé pour vous dire, écoute, maintenant ça suffit? Alors, j'ai raconté mon histoire à moi. J'ai un fils qui connaît un journaliste et tous les deux ont communiqué, ils ont discuté ensemble et mon fils a voulu faire un livre mémoire. Moi, je ne voulais pas le faire, ça m'ennuyait, je n'avais pas envie de reparler. Pendant 80 ans, j'étais tranquille. Pour moi, la déportation, c'était le passé. Et pour moi, ce qui comptait, c'est l'avenir. Donc, je n'avais pas envie de leur raconter l'histoire. Mais bon, ils m'ont harcelé pendant 15 jours. J'ai abdiqué. Je leur ai raconté l'histoire, ils ont pu faire un livre. Et depuis que ce livre est sorti, effectivement, il est dans le public. Et le mémorial de la Shoah, on a eu peu de connaissances. Donc, ils m'ont appelé pour que je raconte mon histoire. Certains lycées, des lycées, des collèges ont appris cette histoire. Donc, ils m'ont téléphoné pour que je raconte cette histoire. Bon, je suis un petit peu timide et je n'ai pas osé dire non. C'était uniquement de la timidité? Pardon? Oui. C'était uniquement de la timidité?
Ou vous aviez peur, je dirais, de lasser les gens, comme toujours on dit, ouais, mais... Non, encore une fois, je considère que tout le monde a des problèmes. Et je considère que je n'ai pas envie de rajouter mes problèmes aux problèmes des autres. Oui, mais c'est rajouter des problèmes aux autres, ce sont vos enfants. Ils avaient peut-être envie de savoir. Oui, mais mes enfants savaient un petit peu. Ils savaient mon histoire. Mais de mes enfants, j'ai pas à me gêner. Mais vis-à-vis des autres, je pensais que je voulais pas les violer. Je voulais pas violer les gens. Et la transmission, de se dire, ça peut peut-être servir de leçon, ça peut inspirer des gens. Ah, écoutez, depuis la Shoah, il y a eu beaucoup de problèmes. Pour n'en citer que le dernier. Avant ça, il y a eu les Hutus, les Tutsis. La Shoah n'a pas été une comment dirais-je, je ne sais pas comment dire, mais enfin, je vais dire que Pour vous, ce n'était pas une spécificité. Oui, absolument. Oui, mais ça, vous le voyez rétrospectivement. Pardon? Vous le voyez, je dirais, vous le constatez. Je dois vous dire. Bon, vous avez devant vous un vieillard, plein de rides, un peu sourd. Et j'avais mis une barrière ici pour qu'ils ne partent pas, ils sont partis quand même. Alors là, vous exagérez un tout petit peu. Bon, on va le prendre, je dirais, d'une autre manière. Vous avez 10 ans. À 10 ans, je dirais, quelle est l'atmosphère au début de la guerre en France? Comment les choses vivent? Vous êtes dans le Nord, près de la ligne Maginot. Comment vous voyez cette situation évoluer et quelle est l'inquiétude dans la famille avec l'arrivée des Allemands en France? Alors, on va faire un petit voyage vis-à-vis de mes parents. Mes parents étaient des Polonais, tous les deux. Ils sont arrivés en France autour de l'année 1906-1908. Ils sont arrivés en France, pourquoi? Parce que la France, grand pays de la liberté, donc ils ont choisi la France. Et donc, ils habitaient en Meurthe-et-Moselle. Donc, nous avons habité en Meurthe-et-Moselle jusqu'en 1939. À côté de la Meurthe-et-Moselle, il y a la ligne Maginot, qui devait être le rempart contre l'agression allemande. On a vu ce que ça a donné. Donc, nous avons on a déménagé en Gironde et à Paris. Donc, nous sommes arrivés à Paris autour de l'année 1942. Et alors, l'atmosphère à Paris, de quelle manière vous vous organisez? De quelle manière vous vivez? Vos parents, que font-ils? Alors, en 1942, donc pas de problème. Moi, je vais à l'école communale. Mon père, pour remercier la France qui l'a accueilli en 1939, s'engage dans la Légion étrangère, puisqu'il était étranger. Il s'engage en étrangère pour défendre la France. Après quelques mois, comme tous les autres Français, il a été fait prisonnier. Donc nous vivions, ma mère, mon frère et moi, à Paris. Nous commencions déjà à ressentir les problèmes des Juifs. En fait, je suis juif, mais bon, j'ai aucune fierté, mais j'en ai pas honte non plus. Le problème, c'est que on a commencé à souffrir. Quand mes petits copains, par exemple, allaient dans un square, moi, je les attendais dehors, parce que je n'avais pas le droit de rentrer dans le square à cause de l'étoile qui était cousue sur le côté gauche de mes vêtements. Et nous avons suivi plein de restrictions comme ça, interdiction d'aller au cinéma, plein d'interdictions qui étaient interdites aux Juifs. 1942, nous sommes convoqués au commissariat de police, ma mère, mon frère et moi, et il se trouve que ma mère présente la carte d'identité de mon père, prisonnier de guerre. Donc on nous a libérés en nous disant que pour vous, il n'y a pas de problème, votre père, votre mari, votre père
s'est battu pour la France, donc vous n'avez pas de problème. Donc, compte tenu en fait, si vous voulez, ça a été notre malheur, cette histoire-là, parce que les Juifs essayaient de se cacher, et essayaient de partir en zone libre. Moi, ma mère très fière, vous vous rendez compte, moi, femme de prisonnier de guerre, je suis tranquille, j'ai pas de problème, je reste à Paris. Donc, nous sommes restés à Paris jusqu'en 1944. Nous voyions tous nos amis partir, soit en déportation parce qu'ils étaient arrêtés, soit ils partaient en zone libre. Mais nous, ma mère, mon oncle, j'ai un oncle qui était en zone libre, lui envoie une fausse carte d'identité française. Ça ne l'intéresse pas. Elle est femme de prisonnier de guerre. Elle est tranquille. Mais ça n'a pas duré. Février 1944, très tôt le matin, grand coup de pied dans la porte. Police, ouvrez. Ma mère qui ouvre la porte. Monsieur, vous vous rendez compte, vous vous trompez. Je suis femme de prisonnier de guerre, c'est pas possible, vous trompez. Madame, habillez-vous, prenez une valise et on emmène. Bon, ma mère qui commence à hurler, à pleurer, enfin bref. À la limite, les policiers, s'ils avaient été gentils, ils auraient pu repartir et dire qu'il n'y avait personne. Mais bon, il paraît que c'était la meilleure police du monde. Donc, nous sommes emmenés avec les policiers, nous emmènent dans un commissariat de police, et puis un autocar nous attend, et nous partons pour Drancy. Drancy, c'est un camp de concentration. C'était nous arrivons à Drancy, donc c'est un bâtiment, un rectangle brut de décoffrage, pas de fenêtre. C'était en février, hein. Pas de fenêtre, pas de lit. Nous dormons par terre. Je vois mon premier cadavre parce que du 4e étage, je vois un bonhomme, se jeter par terre. Donc ça a été mon premier cadavre que j'ai vu. Nous restons 3 mois à Drancy et un matin, on nous demande de partir, on nous demande de nous habiller, de partir, et des autocars nous attendent. Nous partons pour l'Est. Pour qu'il n'y ait pas de révolte, on disait aux gens qui partaient pour l'Est travailler. Mais ce n'était pas tout à fait ça. Donc, autocar, gare de l'Est, 2 jours de train et arrivons à Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, c'est un camp de concentration qui se trouve dans le nord de l'Allemagne, à côté de Hanovre. L'hiver fait très froid et l'été très chaud. Nous arrivons à Bergen-Belsen, le train s'arrête, les capots sont là, les nazis, les SS, les chiens. Raus, runter, dépêchez-vous, descendez du train. Ceux qui tombent par terre se font matraquer. Et 2 kilomètres plus loin, on nous amène dans un autocar aussi, dans le camp de Bergen-Belsen. Alors, à l'époque, Bergen-Belsen, c'est une immense clairière avec plein de petits camps qui sont séparés par des barbelés. Il y avait le camp de l'Étoile, c'était nous. Il y avait le camp des Hongrois, le camp des Polonais, le camp des Russes, qui était juste à côté du nôtre. Et voilà. J'ai vu mon premier cadavre à Bergen-Belsen aussi. Je vois un Russe qui se jette sur un cadavre et qui essaie de manger un morceau. Il a été... dans le Mirador, le nazi l'a mitraillé, il est mort tout de suite. Mais à la limite, enfin bref, conclusion, un cadavre, c'est quoi? C'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est de la viande et des os. Et à la limite, j'aurais bien mangé aussi du cadavre. Enfin, petite anecdote, 1 ou 2 jours après notre arrivée,
la nuit, j'ai la dysenterie. J'ai 10 ans hein, à l'époque. Donc je me lève et puis j'essaie d'aller aux toilettes. Je bute contre quelque chose. Un cadavre. Donc c'était mon premier cadavre. Inutile de vous dire qu'il n'a pas été nécessaire d'aller jusqu'aux toilettes. Bon, la vie de Bergen-Belsen, qu'est-ce que c'est? C'est les adultes travaillent et nous, les enfants, nous ne faisons rien. On se traîne avec la faim. Parler de la faim à des gens qui n'ont pas connu, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous rendre compte ce que c'est que la faim. On dort avec la faim, on vit, on mange avec la faim, on vit avec la faim. C'est une faim qui ne nous lâche jamais. Et à la limite, je comprends, pourquoi pas manger du cadavre? C'est de la viande. C'est quelque chose qui ne pose pas de problèmes moraux particuliers, je dirais, de la chair humaine? Pardon? Je dirais, ce que vous nous dites de manière brute comme ça, c'est en fin de compte de la viande. Est-ce que c'est, je dirais, un cadavre, ça n'a pas de valeur? Non, ça n'a pas de valeur. C'est, encore une fois, un cadavre, enfin pour nous, enfin, même pour moi, un cadavre, c'est de la viande et des os. Il n'y a pas de cerveau, il n'y a plus de cerveau, il y a plus, ça ne réfléchit pas un cadavre. C'est pas un homme. Mais est-ce que vous avez vu d'autres phénomènes d'anthropophagie à Bergen-Belsen? Non. C'est la première fois? Oui, c'est la première. J'en ai vu qu'un. Mais à la limite, aujourd'hui, je me demande pourquoi pas manger du cadavre? Dans les circonstances de l'époque? Bien sûr, évidemment. Je veux dire que parler de la faim, c'est impossible. À la limite, bon, à Bergen-Belsen, nous dormions dans des baraques. Des baraques, comme vous avez certainement vu si vous avez été à Auschwitz. Ce sont les mêmes baraques. Donc, ma mère, mon frère et moi, nous dormions au 3e étage. Petite anecdote, au 2e étage, il y avait une femme qui dormait avec son fils et sa fille. Cette femme, elle a commencé à se laisser aller, elle est morte. Sa fille est morte aussi. Le fils est rentré. Le fils est rentré. Donc, je veux dire, oui, donc ces baraques, sur ces baraques, il y avait du goudron pour les protéger de la pluie. Mais vous parlez de la faim, là. Vous revenez sur la faim. Pardon? Quand vous parlez du goudron, vous revenez sur le problème de la faim. Oui, absolument. Oui. Et je mangeais du goudron. Le goudron qu'on mettait sur les toits, j'en mangeais. Ça calme la faim un petit peu. Mais sans effet particulier? Pardon. Oui, avec des effets particuliers. Quand on mange du goudron, ça se digère bien? Certainement, puisque je suis resté vivant. Ça fait... Pourquoi pas? Non, mais ça, je le comprends, puisque on en avait parlé. Mais il y a une chose, en parlant de la faim, du goudron et phénomène d'anthropophagie, il y a une symbolique dont vous m'avez parlé, c'est la cuillère. Ah! Qu'est-ce que c'est cette symbolique? La cuillère, vous pouvez très important. Nous le dire? La cuillère. Pourquoi cette cuillère, il fallait la protéger comme un Graal? Absolument. Lorsqu'on est arrivé à Bergen-Belsen, on nous a donné une cuillère. Mais la cuillère, c'est très important. Sans cuillère, comment on mange? En lapant, comme des bêtes. La cuillère permettait qu'on se rentre un petit peu dans l'humanité. En parlant d'humanité, est-ce que vous avez le sentiment que dans ces camps où la misère, si je puis dire, et la faim étaient partagées, est-ce qu'il y avait de la solidarité? Non. Vous pouvez nous dire comment ça fonctionnait? Non, impossible. Dans un camp de concentration, il n'y a pas de solidarité. Si, il y a une solidarité dans la famille. Je sais que ma mère, elle nous donnait à nous un petit bout de pain qui lui appartenait, à mon frère et moi. Donc, solidarité dans la famille. Mais sinon, il n'y a pas de solidarité. C'est chacun pour soi. Là, écoutez, il y avait des centaines de cadavres. Et des cadavres, et tous les jours, il y avait une charrette qui emmenait les cadavres. Il y avait un four, à Bergen-Belsen, il y avait un four crématoire, mais qui servait que pour les cadavres.
Donc tous les jours, une charrette emmenait ces cadavres au four crématoire, mais ça tombait toute la journée, toujours il y avait des cadavres. Donc on a vécu avec les cadavres. Mais est-ce que cette vie avec les cadavres vous rendait imperméable à toute humanité pour ceux qui mouraient? Absolument. On s'habitue aux cadavres. On n'y faisait même pas attention. Pour nous, c'était une branche d'arbre. On faisait attention de ne pas marcher dessus, c'est évident. Mais ce n'était pas important, un cadavre. C'est pour ça que, en fait, on nous pose sur la question de la mort. Mais on n'avait pas peur de la mort. La mort, c'est la fin des souffrances, c'est la fin de la faim. On n'a plus faim quand on est mort. Mais même à 10 ans, on a ce sentiment? Oui. Mais c'est normal. On vit avec les morts. Donc on commence à les connaître, on sait ce que c'est. On commence à savoir ce que c'est que la mort. Mais c'est peut-être une libération. Ils n'ont plus faim, les morts. Pour moi, le plus gros problème qu'on a eu, c'est la faim. En fait, pour vous dire, c'est qu'on n'a pas été à Auschwitz. Pourquoi on n'a pas été à Auschwitz? Parce que les Allemands ont considéré comme ça. Ils ont pris ce groupe de femmes et de prisonniers de guerre comme otages possibles. S'ils avaient besoin de changer contre des prisonniers de guerre allemands. Donc on n'a pas été à Auschwitz pour ça. Donc, il y avait un four crématoire, mais qui servait que pour les morts. Mais comment vous avez cette perception? On n'est pas allé à Auschwitz parce qu'on était une monnaie d'échange. Ça vous a été dit? Comment ça s'est... Non, ça, je l'ai su après. D'accord. Je l'ai su après. Alors, on parle de vie, d'espoir, de désespoir. Donc, très certainement pas pour un enfant de 10 ans la vision du futur ou d'un futur. Il n'y a pas de futur. Voilà. À Bergen-Belsen, il n'y a pas de futur. Chaque seconde peut être la mort. Mais ce morceau de pain ou ces morceaux de pain que vous donnait votre mère, on y reviendra sur votre maman, que vous donnait votre mère, elle vous donnait... Non, c'est le contraire, c'est ma mère qui donnait des morceaux de pain. Oui, c'est elle qui vous donnait des morceaux de pain. Oui. Donc ces morceaux de pain que votre mère donnait, que vous vénérez, c'est pour ça que je vous dis on y reviendra, elle vous donnait aussi un sens, je dirais, à une vie possible, même avec quelque chose qui apparemment ne valait pas grand-chose dans cette situation concentrationnaire. Oui, certainement, c'est possible. Oui, je pense que c'est ça. Mais, encore une fois, et puis en plus de ça, bon, si vous voulez, à part la faim, il y avait des appels. Tous les jours, appels. Donc, à 6 heures du matin, sortir de la baraque, se mettre au garde à vous, et les Allemands, enfin les Allemands, venaient nous compter pour voir si tout le compte était là. Mais ils pouvaient venir dans 1 heure, dans 2 heures. Et comme je vous ai dit, Bergen-Belsen, c'est dans le nord de l'Allemagne. Il fait très froid l'hiver. Et l'été, très chaud. Donc il fallait attendre. Et cet appel pouvait durer 1 heure, 2 heures, 3 heures même. Parce qu'ils pouvaient se tromper. Il y avait toute une comptabilité. Il fallait compter tous les gens qui étaient là. Ajouter ceux qui étaient malades. Diminuer ceux qui étaient morts. Bon, c'est une comptabilité. Il fallait que ce soit juste. Oui, bon, il fallait qu'elle soit juste, d'accord. Vous dites que ce comptage se faisait par tous les temps, mais en hiver, quelle était, je dirais, la température si vous restiez comme, je dirais, debout comme des poireaux pendant combien de temps et sous quelle température? Vous avez quoi, moins 5, moins 10, moins 20? Oui, il a fait moins 17, oui. Et vous étiez habillé comment? Alors, on était habillés avec nos vêtements qu'on avait ramenés de Paris, donc il ne restait pas grand-chose. Par contre, on prenait les vêtements des morts qui étaient par terre. On s'habillait avec les vêtements des morts. Et là, à 10 ans. Et là, il y avait déjà cette habitude
de prendre ce qui était laissé pour compte, si je puis dire. Oui. La mort ne faisait pas peur. Et le fait que c'est appartenu à quelqu'un qui était mort ou autre, ça n'avait pas de conséquences? Non, absolument pas. Absolument. Non, je vous dis, parler... C'est difficile de raconter ces histoires-là pour que... Enfin, je veux dire, c'est difficile de faire ressentir notre ressenti d'époque à des gens qui vivent une vie normale aujourd'hui. Donc, parler de la mort, parler de la fin, je ne sais pas si les personnes à qui on peut raconter ça peuvent ressentir. C'est impossible. C'est impossible de ressentir. Parler de la fin à quelqu'un qui de normal, c'est pas la peine, il ne peut pas comprendre. Et même quand vous dites on s'habillait avec les vêtements des morts, la mort on s'y habituait, les cadavres ça devenait presque une variable nécessaire dans ce type de camp. Si on vous dit mais vous êtes ou vous étiez, même à 10 ans, totalement déshumanisé, qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui vous écoutent ou qui pourraient s'interroger sur ce que vous nous rapportez? C'est pourquoi c'est difficile de raconter. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas raconté. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Des gens normaux, des gens dans une civilisation normale, ne peut pas imaginer ce qui se passe dans un camp. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a peut-être pas raconté finalement. Possible. Est-ce que, je le reprends parce qu'on l'a entendu à de nombreuses reprises, je dirais les conditions qu'on leur a données, c'était les nazis qui parlaient, tellement horribles que de toute manière on les traitera de menteurs quand ils diront ce qu'ils ont vécu. C'est un peu ça que vous avez... Oui, absolument, absolument. Donc à Bergen-Belsen, on est resté de février 1944 jusqu'à mai 1945. Mai 1945, on voyait déjà les avions anglais passer au-dessus de la tête. On disait, il y a peut-être une chance, il y a peut-être un espoir de survie. Bien qu'avec le typhus qui régnait dans le camp de Bergen-Belsen, on pouvait mourir du jour au lendemain. Il y avait les rats, les rats se régalaient avec les cadavres. Là, il y avait beaucoup de rats. Et on était plein de poux. Tous les jours, on se dépouillait. C'est-à-dire qu'entre les deux ongles du pouce, on écrasait les poux sur nos vêtements. Mais une heure après, il y en avait autant. Donc, mai 1945, les Allemands, voyant que les Anglais ne sont pas loin de Bergen-Belsen, se disent qu'il faut évacuer Bergen-Belsen. Donc, un jour de mai 1945, on nous dit « Prenez toutes vos affaires et on s'en va ». Donc, ils nous ont emmenés dans un train, un train de wagons à bestiaux, c'est-à-dire sans... Donc les wagons à bestiaux que l'on connaît. Absolument. Et nous sommes restés dans ce train 15 jours. Pourquoi 15 jours? Parce que lorsque le train avançait, par exemple, à gauche, il y avait les Anglais. Il avançait à droite, il y avait les Russes. Il avançait au milieu, c'était bloqué. Donc ce train naviguait, comme ça, il s'est trimballé pendant 15 jours, sans manger. Et rien du tout. On avait reçu un peu de pain avant de partir, c'est tout. Donc pendant ces 15 jours, il y a eu des cadavres. Donc les cadavres, on les jetait sur le ballast. Pour se débarrasser des cadavres, bien sûr, du train. Et au bout de 15 jours, le train s'arrête et la locomotive partit avec les nazis. Ils devaient faire exploser le train. Ils n'en ont pas eu le temps parce que les troupes de choc russes arrivaient, donc ils se sont sauvés. Donc nous avons été libérés au mois de mai 1945 par les troupes russes. Nous étions arrivés à Trobitz, un village de Trobitz, enfin pas tout à fait au village, à 2 km de Trobitz. Le train s'était arrêté et il devait se faire
les Allemands devaient exploser le train. Ils ont préféré partir, se sauver avec la locomotive. Donc nous sommes rentrés dans ce village. On est sorti du train. Ma mère, avec des jambes énormes, pleines d'eau. Oui, parlez-nous de votre mère. Parlez-nous de votre maman. Ma mère était malade, elle ne pouvait plus marcher, elle avait des jambes énormes, pleines d'eau. Donc on la descend du train. Avec mon frère, je trouve une brouette, je la mets sur la brouette, et on a fait les 2 kilomètres, comme ça, pour arriver au village de Trebitz. Nous arrivons au village de Trebitz, et puis donc, je vois une espèce d'hôpital, donc je rentre dans l'hôpital avec elle, avec la brouette, on la met sur un lit, au fur et à mesure qu'on enlevait les pansements de ses jambes, des dizaines de poux apparaissaient, et puis je m'évanouis. Je m'évanouis parce que j'ai contracté le typhus. Certainement que je l'ai attrapé au camp de Bergen-Belsen. Je pense qu'il faut une incubation de 15 jours. Il s'est déclaré à ce moment-là. Donc pendant 15 jours, oui, j'étais évanoui, j'étais dans le coma pendant 15 jours. Et on vous a soigné. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, au bout de 15 jours, vous reveniez à vous? Au bout de 15 jours, je me suis réveillé, très faible, je pesais, 25-30 kilos. Et vous pesiez combien? Vous aviez 10-11 ans, hein? Vous aviez 10-11 ans. Oui. Quel était votre poids? J'ai 10 ans. Ah, pardon? Quel était votre poids quand vous arrivez à estimer le poids qui était le vôtre quand vous vous êtes réveillé après? Non, on m'a dit que j'avais 25 ans. On m'a pesé, oui. Et bon, je demande ma mère où elle est. On m'a dit, ta mère, elle est morte. Donc, elle est morte au moment où j'étais évanoui, quoi. Et votre frère? Votre frère? Mon frère a attrapé le typhus aussi. Donc, il s'est réveillé à peu près en même temps que moi, quoi. Votre mère est ensevelie où? Alors, ma mère est ensevelie à Trebitz, dans une fosse commune, parce que beaucoup de morts sont morts à Trebitz. D'ailleurs, je suis retourné à Trebitz 2 fois, dont une avec mes enfants. Oui, parlez-nous de vos enfants et de ce retour. Parlez-nous de vos enfants et de ce retour sur ce chemin de mémoire, si je puis dire. Je suis retourné à Trebitz avec mes enfants et on était en train de manger dans un restaurant à Trebitz. D'un seul coup, je vois mon fils, l'aîné, se lever et il part. Donc je le suis, je regarde, je vois où il va et il est parti sur la fosse commune où son arrière-grand-mère est morte. Il a fait un trou dans la terre et il a inséré une photo de ses enfants. Mais de quel côté? De quel côté était la photo? Il a mis une photo, je dirais, par terre, oui. Mais la photo... Il a enterré la photo. Oui, mais quelle face? Je ne sais pas. Ah bon. Donc j'avais cru comprendre que vous m'aviez dit que... Vous voulez que sa grand-mère sache qu'elle voit les enfants. D'accord. Alors, on pourrait parler de tas de choses. En parlant avec vous, vous m'avez dit, j'ai peur d'être intrusif, je dirais d'aller un peu trop loin dans l'expression de mes sentiments. Et j'ai de la difficulté à dire je t'aime. Vous m'avez dit j'ai de la difficulté à dire oui. Je t'aime. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais dans votre livre, est-ce que le mot je t'aime est toujours nécessaire? Vous parlez de votre mère quand vous dites je l'ai perdue, je suis orphelin, je n'ai plus rien à dire à quelqu'un qui est bienveillant.
qui m'écoute, qui peut me parler. Absolument. Et j'avais 10 ans. Oui. Mais vous avez dit « je t'aime toute votre vie, monsieur Plasek ». Je pense. Je pense. Comment vous le ressentez, ça? C'est difficile à dire. Je veux pas, je dirais, aller loin dans une intimité, ou je ne veux pas aller loin dans une intimité ou dans la réserve. Mais vous nous parlez de manière, je dirais, très sèche, certains même diront cynique, pour un enfant qui, à l'époque, avait 10 ans. Mais votre vie, vous l'avez réussi malgré tout ce que vous avez vécu il y a 10 ans. Comment vous concevez maintenant cette vie, peut-être plus facile, mais rétrospectivement? En fait, j'ai beaucoup travaillé. Enfin, toute ma vie a été une vie de travail. Et la déportation, finalement, c'était du passé. C'était inutile d'en parler. Ce qui comptait, c'était l'avenir, se projeter dans l'avenir. Et encore une fois, on ne peut pas oublier, j'ai pas oublié, mais c'est loin dans les limbes. Je pensais à autre chose qu'à la déportation. Donc, vous avez positivé une vie que vous aviez envie de réaliser. Oui. Des enfants, oui. Une famille. Oui, un mariage, oui, absolument. Et malgré, je dirais, j'ai cru comprendre que vous aviez quelques réserves sur, je dirais, la problématique religieuse. Ah! Mais attendez, alors... non, attendez, non. Attendez! Non. Je veux parler au rabbin. Voilà. Je veux dire que... Comment dire? Si Dieu n'existe pas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il dit... Par contre, s'il existe, de deux choses l'une, ou il dormait à l'époque, ou il était fatigué. Mais, oui, bon, ça c'est moi je le prends comme de l'humour. C'est pas un humour de désespoir, mais je pense que c'est plutôt de l'humour. Mais moi, bien que je connais votre sentiment là-dessus et vous l'exprimez, vous avez quand même mené une vie, si je puis dire, conforme à la règle. Bien sûr, absolument. C'est donc parce que je veux dire que j'ai eu une vie comme tout le monde. Non, mais plus encore. Vous avez épousé, je dirais, dans la tradition, une femme qui est juive. Oui. Vos enfants sont juifs. Oui. 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 Et donc, c'est toujours de l'humour que de dire... Je veux pas... C'est une discussion qui devient compliquée du fait qu'il y a des rabbins, et puis non seulement il y a des rabbins, mais il y a des gens religieux qui... Enfin bon, je veux dire que chacun... Je veux dire, j'ai posé... Vous savez, bon, encore une fois, bon, je ne les vois pas les rabbins, hein, mais je vous pose une question. Je vais inventer, ce n'est pas une histoire réelle que je vois. Bon, vous imaginez un rabbin qui arrive à Auschwitz avec sa femme et 3 gosses. Je dis n'importe quoi, hein, j'invente là. 3 gosses. Il y a la sélection. Donc, comme il y a une femme avec des enfants et des gosses, à gauche, c'est-à-dire four crématoire. Donc, ce rabbin, sa femme, ses 3 gosses sont dirigés vers une salle de douche. On leur donne une serviette et ils se déshabillent. Déjà, ça me gêne, je suis gêné un petit peu. Je veux dire que le rabbin n'a plus de pudeur. Je veux dire qu'ils sont tout nus, ils sont tous tout nus. Les enfants sont tout nus, sa femme est tout nue, lui il est tout nu. On leur donne une serviette et ils rentrent dans la salle théorique de douche pour prendre la douche.
En haut, il y a des trucs de douche, mais malheureusement, ce n'est pas de l'eau qu'on donne, c'est un nazi jette le poison, le zyklon B. Donc, ce zyklon B commence à monter. La petite fille du rabbin meurt. Il y a des hurlements dans cette pièce. Son fils, qui est un peu plus grand, meurt. Quelle prière il pouvait faire à Dieu? Sans commentaire. C'est aussi désespéré que ça. Il n'y a pas d'espoir. Je ne sais pas. Ah ben non. Ah ben non. Tous ces gens vont mourir et partir au four crématoire. Mais est-ce que c'est lié uniquement à un État, à un État rabbinique? C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde, cette situation. Absolument. Absolument. Non, mais je veux dire par là, c'est que, bon, j'ai pris un rabbin, on peut prendre des gens religieux, des gens qui croient en Dieu. Je me dis, ces gens-là, quelle prière ils font avant de mourir, là? Quel genre de prière ils font? Vous pensez qu'il n'y a pas d'espoir? Et même... Ah, vous pensez qu'il y a d'espoir pour les gens qui vont... Non, non, je ne le dis pas. Comme vous l'avez dit, très difficile de se mettre à la place de... Mais comment? Je dirais, il y a de l'espoir. Il y a peut-être une espérance, je dirais, dans un autre monde. Ah, d'accord. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, ça veut dire... Ah oui, là, moi, je vais aller... Non, non, mais je... Non, non, mais attendez. Si, donc, pour vous, Dieu a fait ça pour qu'ils aillent dans l'autre monde. Non, pas forcément. Pour être mieux dans l'autre monde. Pas forcément. Vous savez, j'ai le souvenir, j'étais à Yad Vashem, puisque président des Amis Suisses de Yad Vashem, c'était par une belle journée d'été. On sortait de diverses salles avec le cœur au bord des lèvres et le reste aussi, après être passé par le mémorial des enfants, puisque nous sommes entourés d'enfants. Et je ne sais pas si c'est notre conclusion, mais j'étais avec quelqu'un qui était religieux et qui, voyant ou écoutant notre silence, si je puis dire, vous avez l'air de dire ça d'une certaine manière. Il nous dit en nous regardant, vous savez, d'être juif, c'est pas facile, mais c'est très intéressant. Et je me dis que dans ce domaine-là, indépendamment de la question religieuse, nous avons toujours eu de l'espoir, et c'est si vrai que cet espoir s'est transformé en hymne national de l'État d'Israël et qui nous permet, je dirais, d'espérer en ayant, après tout, je dirais, reçu un pays. Alors, je vais vous répondre. Vous dites que c'est difficile d'être juif parce que vous pensez à la Shoah. Bon, mais imaginez que cette Shoah, ce soit des catholiques. Ça aurait été le même problème pour eux. Imaginez que cette Shoah, oui, s'applique aux catholiques au lieu des juifs. Ils auraient eu le même problème vis-à-vis de Dieu. Oui, mais je vais vous dire une chose. Je reprends votre argument. Je reprends votre argument, qui est de dire, et dans votre livre, vous le dites aussi, tout ce qui s'est passé, c'est parce que nous sommes juifs et rien d'autre. Et il est difficile d'imaginer le contraire. Et quand vous dites, les gens qui n'ont jamais eu faim ne peuvent pas expliquer ce qu'est la faim, les gens qui n'ont jamais connu la mort à grande échelle, à devenir insensibles à celle-ci, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais connue, et peut-être, je dirais, on peut appliquer la même théorie et la même réflexion, je dirais, pourquoi dire les autres s'ils avaient vécu ça? Non, c'est nous qui l'avons vécu. Je vais vous laisser le mot de la fin. Non, je ne veux pas. Non, je vais vous dire une chose. Avec, je dirais,
une certaine forme de cynisme et d'humour. Vous n'arriverez pas à me convaincre. C'est pas que je veuille vous convaincre. Je veux dire tout simplement que vous m'avez dit, et vous nous avez dit, j'ai de la difficulté à dire je t'aime. Eh bien, Monsieur Plasek, je vous le dis, nous vous aimons. Et merci d'avoir témoigné. Moi aussi, je vous aime. Si vous souhaitez, mais le temps court, Monsieur Plasek m'a dit qu'il était prêt à répondre à des questions. Donc, la salle, si vous le considérez juste ou judicieux et opportun, Monsieur Plasek vous écoute. Oui? Oui? Pose la question. Vas-y. Si la mort est une libération, pourquoi toutes les personnes qui ont vécu la Shoah ne se sont pas donné la mort? Je n'ai pas dit que c'était une libération, la mort. Au contraire, c'est dramatique de mourir, puisque je considère qu'après, il n'y a plus rien, moi. Les gens qui sont croyants, ils ont de la chance, parce qu'ils pensent qu'après la mort, ils auront autre chose. Mais moi qui ne crois pas, pour moi, la mort, c'est dramatique. Ça va comme réponse. Quelqu'un souhaite interpeller Monsieur Plasek? Bien. Monsieur Plasek, nous avons terminé en disant que nous vous aimons. Merci de ce que vous nous avez dit. Il y a une question? Alors, comme je ne vois pas, je dirais, ce qui se passe dans la salle. Je voulais savoir comment vous vivez la faim aujourd'hui. Comment? Comment vous le ressentez quand vous avez faim? Comme tout le monde. Mais ça La faim, c'est dans le cerveau, hein. Et l'estomac. L'estomac, c'est un deuxième cerveau. Mais quand l'estomac réclame, on le sent. psychologiquement, dans la tête? Non. Non, psychologiquement, non. La faim, c'est pas psychologique. C'est un besoin. C'est l'estomac qui crie. C'est l'estomac qui pleure. Aujourd'hui, Oui. quand vous avez faim, Oui. ça va. Je sais pas comment poser la question. Non, que je suis comme tout le monde aujourd'hui. Je suis comme vous, quand on a faim, ben on mange. Et puis si on n'a pas, s'il n'y a rien à manger, ben on attend d'avoir quelque chose à manger. Mais bon, non. Vous savez pas ce que c'est que la faim. Enfin, je veux dire, tout le monde ne sait pas. Il fallait être à Bergen-Belsen pour savoir ce que c'est la faim. Avoir faim aujourd'hui, bon, c'est pas grave. On dit, tiens, j'ai faim, bon. Et puis on oublie même qu'on a faim si on travaille. Et puis on mange après, bon, ça n'a rien à voir. Des questions encore? Bien, nous allons... Monsieur Plasek, merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre cérémonie et faire en sorte que ces enfants, je dirais, retiennent ce que vous avez dit, mais avec une image d'espoir, parce que vous êtes là pour nous dire ce qui s'est passé. L'espoir fait vivre. Effectivement, l'espoir fait vivre. Mais convient que ce soit, je dirais, du bon côté, je dirais des choses. Merci encore. Rien. Nous allons poursuivre. Merci beaucoup. Merci les enfants. Merci à vous. Voilà, j'avais ton âge. 10 ans. Voilà. Ça va? Vous voulez que je vous aide ou pas? Vous voulez que je vous aide ou... Très bien. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous allons poursuivre et terminer notre cérémonie de commémoration
avec la chorale de l'école Girsa, dirigée par Madame Sarabella Ben-Amram Weinberg et accompagnée par le trio Otogezout. Le chant que vous allez entendre est le chant des partisans. Soknit Keinmol, ne dit jamais en yiddish. Également dénommé le chant des partisans ou Partisanerlied. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs titres identiques, homonymes, avec d'autres chants. Pardon? Un micro? Pour qui? Pour ceux qui vont lire la traduction. Je sais pas où est-ce que... Merci. Je vous disais que ce chant des partisans est un poème écrit en yiddish en 1943 par Hirsch Glick, qui est un jeune juif détenu au ghetto de Vilnius. Nous allons ainsi clore notre cérémonie de commémoration et écouter la chorale de l'école Girsa. Voilà, ça fonctionne? Je peux y aller? Ne dis jamais que c'est ton dernier chemin. Quand les jours bleus sont écrasés sous un ciel de plomb, cette heure viendra, que nous avons tant espéré, frappant le sol, nos pas diront, nous sommes présents. Des palmiers verts jusqu'au lointain pays neigeux, nous arrivons, le cœur en peine et douloureux. Et partout où une goutte de notre sang a coulé, c'est notre courage et notre force qui vont germer. Soleil futur, tu embellis le jour présent. Notre passé d'ombre et de haine disparaîtra avec nos tyrans. Si le soleil se perd avant le jour, avant l'aube, que notre chant soit un appel de génération à génération. Ce chant a été écrit avec du sang et avec du feu. Ce n'est pas un chant d'un oiseau dans le ciel bleu. Quand tout brûlait, parmi les murs qui s'écroulaient, fusil en main, mon peuple a chanté ses couplets. Alors, ne dis jamais que c'est ton dernier chemin, quand les jours bleus sont écrasés sous un ciel de plomb. L'heure viendra que nous avons tant espéré, frappant le sol, nos pas diront, nous sommes présents.
Voilà, notre cérémonie prend fin, touche à sa fin. Je souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à cette commémoration, en leur souhaitant, je dirais, un bon retour dans leur foyer. Pour les candidats que je vois, bonne chance. Pour ceux qui exercent quelques fonctions autres que celles de candidats jusqu'au résultat, bonne chance encore. Et bien entendu, de la santé à tout le monde. Merci de votre participation et j'espère que nous pourrons recommencer l'année prochaine. Merci beaucoup.